Jean-Philippe Hatzenhofer, bonjour. Bonjour. Laurent Roth, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Hatzenhofer, vous êtes docteur en économie, avec également vous avez donc réalisé une thèse en économie et en environnement. Vous êtes spécialiste de statistique, donc vous êtes spécialiste dans la science qui permet de mettre en relation, on va dire, une réalité avec des chiffres, avec des données chiffrées. Et donc, vous vous intéressez plus particulièrement aussi à tout ce qui est la question de la cohérence institutionnelle, et puis donc les effets de cette cohérence sur les données économiques d'un bassin de vie. Et donc, vous avez produit et vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Grand Test, une aberration économique. Donc, dans notre langue, de Grosse Ochte, wirtschaftlicher Unsinn. Donc, j'ai l'honneur de vous interviewer aujourd'hui avec Laurent qui est la jeune garde de Unserland, qui est le responsable de la fédération Haute-Alsace et qui sera en charge, nous l'espérons, de participer à la construction de l'Alsace de demain. Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce travail sur le Grand Est? Merci pour votre invitation. Oui, ce travail, en fait, c'est une forme de bilan de la réforme régionale qui a été menée. Les régions ont été fusionnées en 2016. Et le gros problème dans toute cette réforme, en fait, c'est qu'il n'y avait pas eu d'études qui avaient été faites pour voir ce que ça allait donner de fusionner les régions. Mais il n'y a pas vraiment d'études qui est prévue a posteriori pour analyser ces effets. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que ce travail soit fait. Donc, j'ai proposé une vision, un regard économique, dont la particularité est que je me base beaucoup sur les données financières, mais des documents de la région, et également sur des sources de la recherche en économie, en fait. Et je pense que personne n'a encore effectué ce travail à partir de ces sources de données. C'est ça qui est inédit dans ce travail. Un des arguments principaux au niveau de la création de ces grandes régions a été justement le fait qu'on allait réaliser des économies d'échelle, qu'il y allait y avoir des synergies qui allaient être trouvées. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes 5 ans après la création de cette grande région, nous, politiquement, nous nous sommes toujours opposés, mais effectivement, nous n'avions pas, pour l'instant, nous sommes opposés par conviction. Aujourd'hui, il y a des données chiffrées. Est-ce qu'il y a des données réelles qui permettent d'évaluer l'impact dans un sens ou dans l'autre, dans différents domaines de cette grande région? Alors l'idéal serait d'avoir le recensement complet des surcoûts ou des économies en supprimant des doublons qui auraient été réalisés pour faire la balance totale. Et en fait, personne n'a ces données. C'est-à-dire même la Cour des comptes qui a fait un rapport assez accablant en 2019, c'est des données qui restent encore partielles. Même l'État n'a pas les données qui permettent de faire ça. Les régions, en fait, quand elles ont fusionné, n'ont pas mis en place d'inventaire des surcoûts que ça allait causer. Donc en fait, on est un peu dans le brouillard, mais je trouve quand même étonnant de faire une réforme où on dit on fusionne les régions pour faire des économies. Et à l'époque, on nous avait dit 10 milliards, voire même plus que 10 milliards d'économies. Et après, on ne cherche même pas à mesurer si elles ont été réalisées ou pas. Donc ça, c'est la première incohérence. Et deuxièmement, c'est vrai que quand on regarde globalement les données, on ne voit pas de performance particulièrement bonne de ces grandes régions par rapport aux autres régions. Donc les économies, on ne les voit pas pour le moment. Tout ce qui a été promis n'a pas été prouvé et pas vraiment mesuré. Et vraisemblablement, il n'y a pas d'économie globalement qui a été réalisée. Et peut-être qu'une des grandes explications, c'est qu'à l'époque, le gouvernement se disait, là où il y avait deux villes ou deux régions, enfin, on va avoir qu'un seul siège, on va regrouper des choses. Et dans le Grand Est, on a carrément, disons, 3 sièges. Et le gouvernement disait, on va regrouper tout au même endroit. Mais ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. On a gardé des régions multi-sites pour peut-être des bonnes raisons, pour ne pas avoir à faire des mutations forcées de personnel, ce genre de choses. Mais on a gardé une organisation complexe sur plusieurs sites, ce qui fait qu'il n'y a pas eu les économies sur les doublons. Et donc sans doute cette complexité accrue n'est pas compatible avec la réalisation d'économies. D'accord. Alors, en fait, alors pourquoi finalement, s'il n'y a pas d'économie,
pourquoi avoir été dans cette recentralisation au niveau régional alors que effectivement on n'en a pas. Donc aujourd'hui, vous le dites très clairement, il n'y a pas d'économie. Il y a peut-être eu des études qui ont été faites. Sur quoi se baser ces études pour finalement s'enfermer dans cette voie qui, encore une fois, pour nous, à la base, il était évident qu'il s'agissait d'une voie sans issue. En fait, il y a eu des études auparavant, depuis des années déjà, hein, qui ont été menées effectivement, mais ce sont des études qui ne prouvent rien. Il n'y avait aucune estimation justement de ces économies et des conséquences. Donc l'idée de fusionner les régions, pour moi, c'est plus de l'idéologie. On a eu l'idéologie du Big is Beautiful, et à mon avis, c'est un regard très biaisé qu'on a en France sur ce qui se passe ailleurs en Europe. Parce que tout ça, ça a été justifié sur le fait, on dit, ben regardez, les lenders en Allemagne sont très grands, l'Allemagne est un pays qui réussit bien, donc nous aussi on va faire des sortes de grands lenders. Sauf qu'on ne peut déjà pas comparer parce que les lenders sont des États, hein, donc ça n'a rien à voir avec les compétences des régions en France. Et ce qui est complètement faux, bah, c'est que la plupart des lenders sont plutôt petits et sont de petite taille. Ok, il y a le Bade-Württemberg et la Bavière qui sont très grands, mais vous avez des très nombreux lenders, et notamment la Sarre par exemple, qui sont de la taille d'un département français. Et donc, se dire qu'on fait comme l'Allemagne, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Donc, elle n'était pas basée sur des études, cette réforme. Elle était basée sur des idées fausses. Par rapport à ce que vous disiez sur ces études, moi j'avais vu passer au moment de la réforme territoriale un graphique, une carte avec des espèces de flux, des traits tirés qui allaient de ville en ville. À quoi ça correspondait? Qu'est-ce qui était prévu là-dedans? Vous voulez dire des cartes de géographe où on essaie de voir s'il y a des flux? Avec des traits qui allaient de Châlons en Champagne, qui montraient qu'il y avait quand même des liens qui existaient. Ah ben justement, je crois pas vraiment parce que les liens qui existent, en fait, entre des villes, c'est plutôt entre Mulhouse et Strasbourg, c'est plutôt entre Nancy et Metz, mais c'est pas entre Strasbourg et Metz ou Strasbourg et Nancy. Donc quand on regarde vraiment les flux de déplacement, en Alsace, ils sont plutôt verticaux, hein, c'est-à-dire bah, c'est le sillon alsacien si on veut, ou le sillon rhénan, et vous avez la même chose avec le sillon lorrain qui se prolonge jusqu'au Luxembourg. Et en Champagne, avec les Ardennes, c'est un peu plus éclaté, hein. C'est plutôt des territoires bien distincts, mais il y a pas vraiment de relation, justement. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun géographe qui trouvait que c'était une bonne idée de fusionner l'Alsace avec la Lorraine, hein. Généralement, dans les cartes de géographes, l'Alsace reste la région Alsace, tout simplement. En fait, c'est la carte qui apparaît sur le site du Grand Est. Quand il y avait quand ils ont fait ça, pour justifier, ils ont dit, voilà, dans le projet de réforme territoriale, ils avaient fait une carte avec des traits qui étaient tirés. On voyait même qu'au niveau du sud Alsace, ça allait jusqu'à Belfort. Ça me semble logique, puisque habitant au sud Alsace, je sais qu'il y a des liens, mais j'ai eu du mal à comprendre ces traits qui allaient jusqu'à Châlons. Moi, je ne vois pas précisément la carte en question, mais les flux de déplacement sont très faibles, hein. Par exemple, en Strasbourg et Metz, c'est moins de 100 personnes au quotidien qui font le déplacement, alors que c'est beaucoup, beaucoup plus important entre les villes d'une même ancienne région, hein. C'est vrai pour Belfort aussi, hein, par contre, il y a des flux importants. Justement, au niveau des synergies entre les différentes régions, donc effectivement, comme vous l'avez dit, donc l'Alsace est donc à un axe nord-sud dans le bassin rhénan, le sillon lorrain qui lui est tourné vers la vallée de la Moselle, le pays du Saarland et le Luxembourg. Le Grand Est revendique 700 km de frontière avec la Belgique et l'Allemagne et la Suisse et se réclame territoire transfrontalier par excellence. Alors, qu'y a-t-il que peut-on en tirer, on va dire, de cette revendication? Est-ce qu'il y a une véritable synergie entre ces différents bassins, entre ces différentes façons, entre ces différentes géographies européennes? Bah, par rapport aux relations transfrontalières, bah, la plupart des projets, ça se situe à un niveau très local, hein. C'est-à-dire, on voit bien l'Alsace, c'est dans le Rhin supérieur. Donc c'est vraiment ça l'espace de coopération. Mais même les véritables coopérations, c'est entre Strasbourg et Lortenau. C'est au niveau de Pamina, dans le nord d'Alsace, ou à Saint-Louis, vous avez des coopérations, mais ce ne sont pas les mêmes, hein. Celles qu'on a dans l'Outre-Forêt, le nord d'Alsace, ce sont des, des coopérations bien précises. Et pour mener à bien des coopérations transfrontalières, parce que c'est toujours très complexe, parce qu'il y a des complexités juridiques,
Il faut vraiment avoir des acteurs qui sont vraiment au plus près du terrain, qui connaissent bien les problèmes et qui connaissent bien les interlocuteurs en face. En fait, je dirais même que plus on est à l'échelle d'une collectivité, plus ça devient compliqué à gérer les frontières, parce que ce sont des accords qui sont complètement indépendants. Donc vous avez la Lorraine, c'est plutôt du côté de ce qu'on appelle la grande région avec le Luxembourg. En Alsace, c'est la conférence du Rhin supérieur. Mais il faut même aller à un niveau plus microéconomique que ça encore pour faire de la bonne coopération transfrontalière. Donc faire une région immense sous prétexte qu'on a plein de kilomètres de frontières, c'est absolument pas un argument pour réaliser ça. Vous avez le canton de Bâle, il est tout à fait frontalier, il s'en sort très bien. Et justement, c'est beaucoup plus simple pour le canton de Bâle de gérer ses relations transfrontalières du fait que ce soit dans une localité bien précise. Au niveau de ce qui a amené l'État à l'époque à faire ces grandes régions, est-ce qu'il y avait quand même une certaine volonté de cohérence? Est-ce qu'ils ont cherché à regrouper une région riche avec une moins riche? Est-ce qu'ils ont essayé de, entre guillemets, niveler en faisant ces régions? Peut-être, en fait, vous voulez dire avec une sorte de péréquation. C'est ça, on va dire, l'Alsace a la réputation, même si c'est peut-être plus aussi vrai que ça, d'être plus riche, et donc on redistribue. Mais au vu des montants qu'ont les collectivités régionales, je trouve que ça ne pèse pas grand-chose par rapport au prélèvement de l'État, ce qu'on redistribue en France. Et de toute façon, il y avait déjà de la péréquation qui existait. C'est-à-dire les régions qui étaient plus riches que d'autres, ben vous avez une partie du budget qui allait vers d'autres régions plus pauvres. Donc si on pensait qu'il n'y avait pas assez de péréquation, il suffisait de changer le barème, c'était beaucoup plus facile que de forcer à faire des fusions, en réalité. Donc là aussi, je ne vois pas vraiment la logique qu'il y aurait là-dedans. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui a justifié au niveau du Grand Est, parce qu'en réalité, la Champagne ne devait pas être avec l'Alsace et la Lorraine. La Champagne devait être avec la Picardie et devait s'ouvrir sur la Manche. Et c'est en l'espace d'une nuit que tout le monde a appris que finalement la Champagne serait avec l'Alsace et la Lorraine. Et en fait, c'est plutôt des obscures tractations politiques qui ont eu lieu. Moi, je ne connais pas les vraies raisons, mais on a finalement mis la Champagne, Ardennes, dans une région qui va jusqu'à Bâle, en fait, alors qu'elle devait aller jusqu'à la Manche la veille. Donc on voit bien qu'il n'y avait aucune logique finalement là-dedans. Justement, donc vous dites que au niveau économique, les choses devraient se passer d'un point de vue beaucoup plus local et pas de prise de façon aussi globale, et donc vous ne voyez pas du tout l'intérêt, les synergies qu'il pourrait y avoir à traiter les choses dans une région qui fait 2 fois la taille de la Belgique au niveau local, notamment par exemple si on prend des projets particuliers au niveau transfrontalier. On parle actuellement de projets par exemple d'implantation donc de la famille Mac en Alsace. Donc on parle d'un téléphérique au-dessus du Rhin. Donc aujourd'hui, les discussions pour ce type de projet, est-ce que ce type de projet, ça se discute à l'échelle du Grand Est ou à l'échelle de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace, ou alors, comme on est dans un pays hyper centralisé, carrément au niveau de l'Élysée? Ben, on voit bien qu'un projet de téléphérique ici pour l'Europa Park, c'est vraiment quelque chose qui concerne avant tout les collectivités locales. Je dirais là, on est vraiment du ressort des communes, de l'intercommunalité, à la limite du bassin alsacien, mais ça ne va pas au-delà. Donc ce que fait maintenant la région, là où elle peut être utile à ce moment-là, c'est de participer en cofinancement des projets. C'est ce qu'on fait pour beaucoup de choses. Vous allez avoir les communes qui vont cofinancer, les départements, puis la région. Mais les anciennes régions ou la région Alsace auraient pu le faire aussi. Donc on voit que ça n'apporte rien d'avoir une collectivité à cette échelle-là. Donc justement, au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, donc la collectivité européenne d'Alsace donc, aurait des compétences économiques, voire on ne mesure pas encore vraiment quelles sont ces compétences. Mais quelle est, selon vous, aujourd'hui, la répartition entre le Grand Est qui revendique toujours avoir la pleine décision ou la pleine compétence stratégique sur l'ensemble, donc au niveau décisionnel au niveau économique, et la collectivité européenne d'Alsace qui, petit à petit, et nous le souhaitons tous, trouve sa place et trouve finalement les leviers d'action pour agir et pour en fait décider localement de notre avenir économique. Alors, quand on parle des compétences économiques dans les collectivités, aujourd'hui on dit les régions, la compétence, ok, elles l'ont, mais ça consiste en fait à l'État leur dit de faire un schéma
qui doit dicter un peu la manière dont on va subventionner les entreprises. Donc, tous les mois, il y a plein d'entreprises qui sont subventionnées, qui reçoivent des subventions pour certains investissements, ce genre de choses. Mais finalement, les vraies compétences économiques, c'est pas ça. Comment on aide l'économie, c'est pas en taxant certaines entreprises, en redonnant l'argent à d'autres, hein. Finalement, les vraies compétences économiques, elles restent au niveau national quand même. Ça reste tout ce qui concerne les règles du marché du travail, la réglementation, la taxation globalement, qui reste encore très nationale. Donc finalement, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de compétences économiques. Là où les collectivités, je pense, ont un rôle à jouer positif, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du territoire quand même, hein, les communes, hein, elles font des zones artisanales dans certains endroits. Là, ça a des vraies conséquences. Et aussi dans tout ce qui est l'environnement, par exemple. En matière de formation, les collectivités interviennent. Et aussi, par exemple, pour les infrastructures, hein, avoir des infrastructures de bonne qualité. Donc, il y a un rôle à jouer, mais pas directement dans ce qu'on appelle les compétences, dans les compétences économiques. Quant à la CEA avec la région, on voit une nouvelle fois que l'organisation, c'est très compliqué. Effectivement, la loi donne à la région la compétence économique. La collectivité européenne d'Alsace dit que c'est plus cohérent de faire à l'échelle de l'Alsace. Et donc finalement, on voit que l'État est en train de mettre en place son plan de relance, hein, a mis des plans de relance avec chaque région. Mais en Alsace, la collectivité européenne d'Alsace a aussi son plan de relance. Donc on fait un plan de relance pour la CEA et à la fois pour la région. Et finalement, on voit qu'on a un double niveau. Mais je veux dire, à quoi ça sert de faire ça sur un double niveau qui se superpose ? À quoi ça sert en Alsace d'avoir un niveau Alsace et un niveau Grand Est alors qu'il suffirait d'avoir un seul niveau qui s'en occupe? Et là, on pourrait au moins faire des économies, puisque on sait que si on élargit horizontalement l'espace, il n'y a pas d'économie, mais si on a deux niveaux et qu'on en supprime un, là, on fait quand même des économies. Alors, un des arguments forts, c'était lors de la création de la région Grand Est, c'est d'inscrire dans la loi que Strasbourg serait capitale et que Strasbourg serait favorisé par la création du Grand Est. Donc, on va dire, le législateur a pris en compte l'importance de Strasbourg, même si Strasbourg est excentré, lors de la création du Grand Est. Aujourd'hui, économiquement, qu'est-ce qu'on peut dire pour le cas particulier de Strasbourg, et plus particulièrement de l'Eurométropole, par rapport au niveau économique, par rapport à la création du Grand Est? Moi, je pense que vous avez déjà dit le mot qui correspond à la situation, c'est le mot excentré. Et le fait que Strasbourg soit complètement dans un coin, alors qu'en Alsace, la situation de Strasbourg est bon, pas tout à fait centrale, c'est plus au nord, mais quand même, ou dans le Rhin supérieur, il y a quand même une centralité. Strasbourg n'assure aucune fonction de commandement sur l'ensemble du territoire. Et on le voit bien, vous avez énormément d'institutions qui se sont enfuies de Strasbourg pour aller, généralement, la plupart du temps, à Nancy. Toutes les ligues sportives, hein, sont parties à Nancy. Mais vous avez aussi l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé. On a bien vu quand dans le sud de l'Alsace, quand on était au plus fort de l'épidémie, les décisions, elles sont prises où depuis Nancy. Donc, on a finalement tout un tas d'institutions qui sont parties de Strasbourg au profit de Nancy. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que Strasbourg est affaibli par cette réforme. Même si par rapport à tous les enjeux européens, peut-être les enjeux de région, de siège pour la région, c'est pas ça qui prédomine. Il y a peut-être d'autres faiblesses pour Strasbourg actuellement, malheureusement, mais très clairement, ça n'a absolument pas aidé Strasbourg, cette réforme. Au contraire, Strasbourg se retrouve complètement excentré. C'est plutôt une position inconfortable. Donc justement, au niveau, vous avez évoqué la partie associative aussi. Donc en Alsace, nous sommes une région, Moselle partage ceci avec la Moselle, on a un tissu associatif qui est très riche, et notamment au niveau des clubs sportifs. Et aujourd'hui, même si au départ de la réforme, on va dire, ces associations se sont senties, peut-être ont été mis devant le fait accompli et ont pris acte finalement d'une nouvelle réalité. Aujourd'hui, on sent dans différents domaines quand même une prise en considération et certaines fédérations, on entend parler du tennis, peut-être demain le football, il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent pour dénoncer finalement une gabegie et quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau associatif. Quelle est votre analyse à ce sujet? Par rapport aux ligues sportives notamment, après le bénévolat, ça touche encore plein d'autres domaines, mais c'est vrai que les ligues sportives, ça c'est assez symptomatique,
puisqu'on a bien vu qu'il y avait le tennis alsacien qui voulait refaire la Ligue d'Alsace, on a la même démarche dans le foot, on a l'athlétisme qui commence à se poser aussi, et donc on voit il y a un vrai malaise qui existe. Et c'est pas étonnant que ce soit dans le sport, parce que le sport repose beaucoup sur l'engagement de bénévoles. Et quand vous avez affaire à des bénévoles, un bénévole, ça peut se décourager, hein. Il n'est pas employé, il peut dire du jour au lendemain, écoutez, j'ai plus envie, j'arrête. Et donc, si on met un cadre qui n'est pas adapté pour les bénévoles, vous perdez les bénévoles. Comment vous faites derrière quand vous avez des ligues à gérer? Ben, vous êtes obligé de recruter, hein, des gens qui vont remplacer les bénévoles. Donc, on a à la fois les bénévoles qui sont découragés et en plus les surcoûts qui viennent derrière. Et puis, évidemment, les surcoûts, à un moment donné, il faut bien les payer. Donc, on voit de plus en plus de clubs de sport qui vont maintenant demander des subventions à leur commune parce qu'ils ont des déplacements, des frais supplémentaires. Donc c'est le contribuable qui paye ça. Et quand ça ne marche plus, ben ça peut être par les cotisations tout simplement. On augmente le prix des licences. Donc vous avez un certain nombre de ligues, les prix des licences a été augmenté pour ça. Donc on voit que tout le monde est perdant. Finalement, les bénévoles sont découragés, les sportifs ça leur coûte, ça coûte aux contribuables. Et finalement, ben on a perdu de la proximité. Et c'est d'autant plus criant quand on a affaire à des bénévoles. Alors justement, on a parlé des bénévoles, mais il y a également les fédérations professionnelles qui se sont regroupées à l'échelle du Grand Est. Comment l'ont vécu les entreprises? Bon, après, pour les entreprises en particulier, je ne sais pas si elles sont tellement concernées par ces regroupements administratifs, mais pour les fédérations professionnelles, les ordres, bon, ben, après, quand on croise beaucoup de gens comme ça, quand on discute avec eux, on voit bien que tout le monde dit, ben, on est dans le truc Grand Est parce que c'est la loi qui nous a obligés, donc on fait avec. Mais on a personne qui est vraiment très enthousiaste en disant c'est génial d'opérer à ce niveau-là. C'est toujours des contraintes et c'est problématique aussi souvent dans les ordres professionnels pour une raison assez simple, c'est que ben, souvent ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Parce qu'on a des gens qui doivent gérer des entreprises, qui ont souvent déjà, qui font parfois les 35 heures, ils les font 2 fois dans la semaine. Donc quand vous avez une réunion qui se situe à 200, 300 kilomètres, forcément vous perdez, au lieu de perdre 1 heure pour aller à Strasbourg, ben, vous perdez la journée entière, hein. Donc c'est surtout ça qui est vraiment problématique. C'est un peu cette lourdeur, cette complexité pour quelque chose qu'on n'a pas choisi finalement. Et c'est ça qui pose problème. Donc actuellement, on vit dans un monde qui est très impacté, notamment par la question sanitaire du Covid. Et donc, lorsque la crise a démarré, donc on a vu M. Rotner, qui est président du Grand Est et médecin urgentiste, très mis en avant et en pointe, on va dire, l'installation d'un hôpital de campagne à Mulhouse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la gestion de cette crise par le Grand Est? Est-ce que ça a apporté quelque chose ou est-ce que finalement on n'a fait que mettre des sparadraps et parer à l'urgence? Oui, ben, par rapport à la gestion de la crise, alors je ne parle même pas tellement des collectivités locales parce qu'en France, c'était une gestion de crise nationale, hein, les décisions, confinement ou pas, c'est au niveau national. Donc là, ce qui est plus intéressant à voir, c'est comment c'est l'État peut-être déconcentré ou l'ARS qui a géré ça. Parce que évidemment, on a fusionné les collectivités, mais c'est aussi tous les services de l'État qui ont été fusionnés derrière. C'était peut-être un des principaux justifications de la réforme d'ailleurs. Mais on voit bien, moi je trouve que l'État a tellement hésité. Lors du premier confinement, on a fait quelque chose de national. Après, on s'est rendu compte que finalement l'épidémie a été complètement différente à Mulhouse qu'à Brest, par exemple, et on s'est dit qu'il faut quand même s'adapter à la situation locale. Donc à un moment donné, le gouvernement ne savait pas trop s'il fallait régionaliser ou plutôt départementaliser. Et finalement, c'était il y a quelques mois déjà, en 2020, on avait des départements verts et rouges. Alors on dit le département, c'est plus logique, parce que même d'un département à l'autre, si on prend le Grand Est, l'Aube et le département du Rhône, dans des situations complètement différentes. Parce qu'il n'y a pas de flux de population, hein, il n'y a pas de cohérence géographique, donc forcément la situation est très différente à l'intérieur. Donc le gouvernement dit on va départementaliser, mais derrière, certains critères qui avaient été mis en œuvre étaient faits de telle sorte que tous les départements d'une même région avaient la même couleur, donc finalement c'était une régionalisation quand même. Et on a bien vu qu'au mois de janvier, quand le gouvernement ne voulait pas reconfiner tout le pays, il n'a pas choisi la régionalisation, mais la départementalisation.
ce qui est l'aveu même que l'échelon régional n'est pas l'échelon adapté. Ce qui était intéressant aussi, c'était Roselyne Bachelot, hein, qui était la ministre de la Santé, qui avait mis en place les ARS. Hein. Et donc, elle est revenue sur le sujet lors d'une interview à la télé, et elle a dit tout simplement, bah, la grosse erreur, ce qui a plombé la gestion de la crise, c'était justement la fusion des ARS, et qu'il ne fallait surtout pas faire, parce qu'on a éloigné justement l'ARS du terrain, parce que c'est resté... il y a des agences, c'est subdivisé par département, mais en réalité, les décisions, elles sont prises à Nancy, en fait, hein, pour le Grand Est. Et le directeur de l'ARS, hein, mais lui n'avait, je crois, jamais mis les pieds à Mulhouse pendant toute la crise où on avait des problèmes. Et le président du département du Bas-Rhin à ce moment-là, Frédéric Bierry, le disait, qu'il voyait plus facilement le ministre de la Santé que le président de l'ARS. Ce qui est quand même très problématique dans une crise sanitaire qui est très localisée. C'est ça le gros problème, c'est très localisé d'un endroit à l'autre, et donc plus on agrandit ici la superficie, et moins on va avoir une gestion efficace pour faire ça. Ce qui me fait rebondir sur une chose, dans votre livre, vous avez un paragraphe qui aborde la question des données statistiques. On sait que depuis 2015, les données statistiques sont regroupées à l'échelon régional, qu'on appelle les statistiques au niveau de l'Alsace. Est-ce que ça a joué, enfin quel rôle ça a pu jouer dans la gestion de la crise Covid, justement? Voilà, je ne sais pas précisément au niveau des statistiques particulières si c'est ça qui a posé problème, parce qu'on a quand même là-dessus des statistiques, je veux dire, départementales ou normalement assez localisées ici. Hein. Donc, mais le problème des statistiques est très important, parce que l'INSEE a immédiatement changé ses nomenclatures pour faire les statistiques sur les grandes régions. Et les tableaux où on avait Alsace, Lorraine, Champagne, ben, ceux-là, on aurait pu aussi conserver tout simplement la continuité dessus, mais les tableaux se sont retrouvés vides. Donc l'INSEE a, de manière arbitraire, a changé tout ça, et pour les chercheurs en sciences sociales ou ceux qui font des études sur des bassins de vie, et ce genre de choses, on a besoin d'une continuité dans les statistiques, et on l'a perdu au niveau de l'INSEE. Alors que ce qui est intéressant, c'est que l'Europe a gardé. Hein. Vous pouvez toujours avoir l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne au niveau des statistiques d'Eurostat, puisque Eurostat a gardé les anciennes régions pour avoir cette continuité statistique. Donc si vous voulez avoir les statistiques, il faut aller du côté de l'Union européenne, mais l'INSEE elle les a quand même effacées, et souvent on a des études, on ne retrouve plus la subdivision. Or, avoir des statistiques au niveau Grand Est dans quasiment tous les domaines et en économie, finalement ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il y a une telle hétérogénéité qu'on gomme les hétérogénéités dedans, et c'est justement ce qu'on ne veut pas faire quand on étudie des statistiques. C'est clair que si on n'a plus de la traçabilité et le référentiel tel un référentiel homogène, c'est sûr qu'il est très très difficile de s'y retrouver et de tirer des conclusions à long terme. C'est d'ailleurs pour ça que dans la loi Alsace, il avait été négocié le fait de refaire des statistiques à l'échelle de l'Alsace. On verra bien ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il faudrait même refaire des statistiques à l'échelle des vraies régions de France, celles d'avant la réforme de 2016. Oui, alors maintenant, en fait, on est dans la collectivité européenne d'Alsace. Et donc, chez Hohenzollern, nous revendiquons, on va dire, quelque part, un petit peu, avoir été les initiateurs. Enfin, c'est par notre action que cette collectivité européenne d'Alsace, c'est par notre action politique sur le terrain, avec d'autres, que cette collectivité européenne d'Alsace a vu le jour. Donc aujourd'hui, ces compétences sont très limitées encore. Bien sûr, nous espérons tous la remplir, cette collectivité européenne d'Alsace qu'on considère un petit peu comme une coquille vide. Alors on parle beaucoup, c'est peut-être nos réflexes centralistes, puisque le centralisme est devenu un peu culturel dans ce pays. On espère beaucoup du vote à l'Assemblée autour d'une loi 4D qui permettrait de ramener une certaine part de différenciation, de déconcentration, de décentralisation. Bon, ça, on ne veut pas, même pas en rêver, puisque on sait que il est illusoire de. On est des politiciens, donc il faut quand même être un peu réaliste. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça va ramener au niveau de la collectivité européenne d'Alsace, euh, la perspective des opportunités qui pourraient être offertes par cette loi?
Alors c'est vrai que cette loi pour la collectivité européenne d'Alsace, je suis un petit peu sévère avec dans le livre, parce qu'on a des problèmes qu'il y a des régions qui sont trop grandes, et on a beau faire une collectivité européenne d'Alsace, on se retrouve avec une sorte peut-être une sorte d'espèce de région, d'embryon de région Alsace à l'intérieur d'une autre région, et je vois pas la logique qu'il y a là-dedans. Pour moi, ça reste encore un truc compliqué, alors qu'il suffisait tout simplement de redécouper des vraies régions, et ça, c'est la vraie réforme. Maintenant, je comprends bien qu'avec la crise des gilets jaunes, Covid et ce genre de choses, la place pour faire une vraie réforme territoriale, de nouveau déjà, elle n'était pas forcément évidente à trouver, et c'est déjà pas mal peut-être d'avoir fait une petite avancée au niveau de l'Alsace, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura pour la loi 4D? La grande nouveauté dans cette loi, c'est que dans les 4D, il y a déconcentration, décentralisation, différenciation, décomplexification, j'y crois pas trop, mais le mot qui est intéressant, c'est la différenciation. Alors ça, c'est quand même une nouveauté, parce que ça veut dire qu'on accepte quand même maintenant en France de se dire, bon, la situation, elle n'est pas pareille à Brest qu'à Mulhouse, et donc il faut adapter quand même les politiques d'un endroit à un autre, et ça fait moins de débats. Néanmoins, pour l'instant, le projet de loi qui est prévu, ça restera une différenciation qui est très très encadrée, à des domaines bien précis qui sont fixés par l'État. Donc il ne s'agit pas vraiment d'une autonomie locale telle qu'on peut la pratiquer, je ne sais pas moi, dans quasiment tous les pays d'Europe qui nous entourent, hein. Donc on ne sera pas dans cette situation-là. Mais sur le principe, sur le plan du symbole, c'est peut-être déjà une petite avancée, mais maintenant, ce n'est pas ça qui va régler les ratés de la loi de 2015-2016. Pour ça, il faut vraiment une nouvelle réforme, mais en profondeur. Et là, à un moment donné, il faut qu'en France, on choisisse ce qu'on veut faire. En fait, on avait les départements. On s'est dit à un moment donné que c'était bien d'avoir quelque chose entre l'État et les départements. On a fait des régions, et l'État n'a jamais choisi qu'est-ce qu'il fallait privilégier entre les régions et le département. Donc chaque réforme territoriale qu'on a depuis des décennies, c'est une sorte de marchandage en disant, bon, alors les départements, vous allez rénover les murs des collèges, et les régions, vous allez rénover les murs des lycées. Alors moi je ne sais pas, alors soit c'est mieux géré dans la proximité, et il faut que ça se fasse au niveau des départements et des communes, soit c'est mieux de le faire à grande échelle, rénover des murs, et alors on fait pour tout le monde au niveau de la région, mais ça n'a aucun sens de saucissonner comme ça. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de doublons et que tout coûte très cher finalement. Et donc, à un moment donné, il va falloir choisir. Est-ce qu'on garde l'échelon département-région, ou est-ce qu'on fait que des régions? Ben alors, on ne peut pas faire que des immenses régions partout sans rien entre. Donc alors là, il faut faire peut-être, je sais pas moi, de la France un pays avec 30, peut-être pourquoi pas 40 régions, mais à ce moment-là, on n'a plus l'échelon départemental. Et donc on pourrait peut-être avoir des petites régions qui s'appelleraient les Ardennes, la région du Pays Basque, la région de Savoie, ou peut-être une très grande région Bretagne, hein. Dans d'autres pays, il y a des tailles différentes. Mais il faut revoir les choses, et pas rester toujours dans ce cadre-là où on a les régions départements, on va donner un peu l'un à l'autre. Si on continue à faire ça, on aura toujours ces inefficacités. Et donc je pense qu'il faut une réforme ambitieuse, et cette loi 4D ne nous sortira pas de ça. Donc il faudra autre chose qui viendra par après. Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous disiez. En tant qu'élu municipal, j'ai un petit peu eu l'occasion d'aborder ces différentes thématiques. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément d'échelons. C'est-à-dire que si le maire a un projet, il doit après négocier avec l'agglomération, le département, la région, l'État, l'Europe. Il y a des subventions à chercher un petit peu partout. C'est parfois un peu compliqué si on aborde la question des crèches immersives, par exemple, qui est normalement la crèche qui est de la compétence de l'agglomération. Elle va dire c'est pas de ma compétence, c'est la compétence du département. Le département va renvoyer ensuite vers l'agglomération. Effectivement, il y a peut-être une simplification à trouver de ce côté-là. Évidemment, hein, le fait d'avoir la collectivité européenne d'Alsace et au-dessus la région Grand Est, fait que pour plein de dossiers, que ce soit pour les communes, mais aussi pour les entreprises ou pour d'autres, on doit faire 2 fois les papiers. Oui, il faut adresser une demande de subvention à la CEA qui va étudier avec les services si c'est éligible, etc. Ensuite, la région va faire la même chose, il faut faire les demandes, et donc vous multipliez toute la bureaucratie en fait en ayant 2 niveaux. Et on voit que ça rime à rien. Donc le plus simple, c'est tout simplement de refaire une région Alsace où on met toutes les compétences des départements et de la région dans une seule région Alsace, et vous évitez plein de doublons de ce type-là. Et ça simplifiera les choses pour tout le monde. Un peu dans le même esprit, on a également la question. Donc la CEA a récupéré la gestion des routes actuellement.
les autoroutes. On sait qu'il y a un projet de taxe qui est prévu, mais de son côté, la région Grand Est cherche également à régionaliser cette taxe. Est-ce que vous voyez un petit peu comment ça va s'organiser? Vous avez une idée de... On verra bien ce que ça donnera, ce projet de taxe, hein, il n'est pas encore fait. Mais une nouvelle fois, on voit qu'on a créé de la complexité. Évidemment, ça c'était un projet alsacien, hein, parce qu'il y a la LKW-Maut en Allemagne, il y a le report des camions. Et c'est vrai que il faut quand même se coordonner un peu avec ce qui se passe en Lorraine, parce qu'ils ont aussi un axe, un sillon lorrain qui est très encombré, donc ça c'est vrai. Mais une nouvelle fois, on se retrouve avec des batailles. On va avoir la collectivité européenne d'Alsace qui va dire non, ça doit revenir chez nous le produit de la taxe et la mise en place. La région qui dit ben non, il faut que ce soit régionalisé. Mais c'est comme ça, et pour tous les dossiers, on se retrouve avec des luttes de pouvoir. Et donc on va gaspiller une nouvelle fois du temps, de l'énergie dans tout ça. Et quand on parle de région, on ne sait jamais de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la région Lorraine? Est-ce qu'on parle de la région Alsace? Est-ce qu'on parle du Grand Est? Et à chaque fois, à Paris, ils doivent se dire ah oui, mais quand on parle de régionaliser, est-ce que c'est sur l'Alsace? Est-ce que c'est pas? Et on a créé de la confusion, en fait. Avec cette fusion de régions, met de la confusion à tous les niveaux. Oui, c'est vrai qu'en termes de transport, le sillon lorrain notre région de l'Oberrhein, effectivement, ce sont des régions qui ont des intérêts qui sont, ou des visions, notamment du transport transfrontalier, qui sont complètement différentes. Nous, Alsaciens, nous sommes tournés vers le Baden-Württemberg, vers la Suisse. Nous avons cet axe, cette artère principale qui est le Rhin. Aujourd'hui, notre transport est organisé principalement nord-sud, et il y a très peu finalement d'échanges, de possibilités de relier au réseau allemand. En Lorraine, il n'y a pas de fleuve à franchir, puisqu'on est ce que vous appelez le sillon lorrain, enfin ce qu'on appelle le sillon lorrain, c'est un transport, c'est un passage par la terre, et d'ailleurs c'est le passage vers l'Europe du Nord le plus direct depuis Paris, donc c'est important aussi. Et est-ce que finalement l'Alsace est pas au sein du Grand Est, par finalement sa position géographique, par les nœuds de communication et les axes de transport, tout en étant finalement le long du Rhin, qui est l'axe principal en Europe, ne se retrouve pas complètement décentré et complètement décalé finalement de là où il faudrait être? Ben, disons, quand on regarde cette réforme territoriale, cette fusion, ben, on a mis ensemble des mondes qui sont séparés, hein. Tout simplement, hein. On a des axes spécifiques, et il n'y a absolument pas de synergie qu'on peut retrouver là-dedans dans tout ce qui est transport. Alors, il y a le transport routier, hein, il y a les chemins de fer. Alors ça, c'est peut-être le plus important, parce que les trains, ce sont les trains régionaux en France. Donc on peut quand même mentionner ces TER, mais là aussi, on ne voit pas, parce que dans de nombreux pays européens, la gestion des trains est aussi régionalisée, mais à des niveaux vraiment régionaux, à très petite échelle. Et aujourd'hui, bon, là, ce qui va venir, c'est l'ouverture des lignes à la concurrence, hein, ce genre de nouveaux projets. Mais là aussi, tous ces nouveaux projets ça se fait ligne par ligne. On peut ouvrir telle ligne à la concurrence et pas une autre. Donc il y a aucune plus-value globale à la gestion des trains là ici. Évidemment, en Alsace, hein, si on parle de l'Oberrhein, on pense à ces projets, hein, de Colmar à Freiburg, avec Karlsruhe également, à Haguenau, ces axes-là. Mais ça aussi, ce sont des projets très locaux qui n'intéressent pas les gens dans l'Aube, à Reims ou à Troyes. C'est pas de leur ressort. Tout comme, je veux dire, en Alsace, on s'intéresse très très peu à l'électrification de la ligne entre Nogent-sur-Seine et Paris. Vous voyez, ça ne nous concerne pas. Donc on se retrouve à gérer ces dossiers-là par des services qui vont regarder celui-là et celui-là, mais ce sont aussi des dossiers qui sont séparés et spécifiques. Alors, certains élus technocrates, que ce soit à Paris ou dans le Grand Est, caricaturent les Alsaciens, ils disent qu'on est des folkloristes, on est repliés sur soi, on l'a déjà beaucoup entendu aussi. Au travers de votre livre, vous avancez beaucoup d'arguments qui montrent que finalement, c'est pas une lubie ce combat qu'on mène.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le lien qu'il peut y avoir entre l'identité et l'économie? Bon, je pense que de nos jours, il y a quand même une certaine bienveillance pour les cultures locales en France. Les Français aiment bien voyager d'une région à l'autre et globalement, la plupart sont favorables à ça. Je pense vraiment quand vous parlez peut-être oui, de certains technocrates qui critiquent ces aspects de repli, moi je pense que tout simplement, ils sont gênés par le fait que peut-être qu'on critique cette réforme, comme on le fait aujourd'hui, et comme ils n'ont pas vraiment d'arguments pour la justifier, on dénigre les autres, malheureusement. Voilà. Sinon, évidemment, cette bienveillance finalement par rapport aux cultures authentiques et historiques, on la retrouve très largement dans la recherche en économie. Et c'est très intéressant parce qu'au niveau mondial, il y a beaucoup de recherches qui sont faites depuis une vingtaine d'années, ici, y compris par des chercheurs de l'université de Harvard, des grandes universités américaines qui étudient ça et qui se demandent finalement si on valorise les vraies régions, les cultures authentiques, les sentiments de communauté qu'on retrouve dans les endroits, est-ce que c'est pas un bienfait économique aussi d'avoir des cultures régionales? On a vu, il y a la France qui vient de voter maintenant une loi pour valoriser les langues régionales. Finalement, tout ça, c'est une très bonne chose, parce que quand vous avez des cultures locales très, très vivantes, ça crée finalement de la confiance entre les gens, parce qu'ils sentent appartenir à une communauté, à une culture, et les gens se font confiance. Et on voit bien que c'est en Alsace ou en Bretagne, là où les cultures sont restées très très vives, on va dire, qu'on a le taux de don du sang le plus élevé, les dons monétaires aussi d'ailleurs, l'engagement associatif le plus fort, donc les statistiques le prouvent. Donc on a des bienfaits dans le bénévolat, mais c'est bon pour l'économie aussi, la confiance, parce que quand les gens veulent investir, il faut avoir confiance. Un chef d'entreprise, dans un environnement délétère, n'a pas envie de monter une affaire. Donc l'attachement que les gens peuvent avoir à leur territoire, c'est plutôt un vecteur d'initiative, ça pousse les gens à faire des projets, donc c'est évidemment un bienfait économique. Et c'est ça une des grandes erreurs de cette réforme, c'est qu'on a créé des régions artificielles dans lesquelles les gens ne vont pas se reconnaître. Et donc pour moi, il s'agit vraiment, ces macro-régions qu'on peut retrouver maintenant à différents endroits de France sont vraiment des handicaps au développement économique en bafouant les identités locales. Donc nous avons beaucoup discuté sur ce Grand Est, donc finalement on est quand même bien d'accord, c'est-à-dire que effectivement ce Grand Est est quand même, selon la formule désormais consacrée qui commence un petit peu à se répandre à l'ensemble du personnel politique, est une ineptie que nous utilisions déjà il y a 6 ans. Maintenant, comment peut-on revenir en arrière? Quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour finalement détricoter, démembrer une institution qui s'est un petit peu répandue comme une toile d'araignée, qui a tissé sa maille et en tant que gens responsables, bien sûr, nous ne voulons pas simplement revenir à l'état antérieur d'une région Alsace comme elle existait avant, mais nous voulons aller vers une région Alsace selon l'article 72, une collectivité à statut particulier. Et donc, comment aujourd'hui voyez-vous la phase, on va dire, programmatique de démantèlement de l'institution? Ouais, un vaste programme. Évidemment, c'est au niveau national qu'il faut une loi pour changer ces régions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de grandes régions qui posent problème, donc cette loi peut concerner l'Alsace, mais également la France d'une manière générale en réalité. Pour préparer le terrain, disons, parce qu'il y a moyen quand même d'agir pour favoriser cela. On voit depuis 4 ans que c'est fait, on a des fusions aveugles et systématiques dans tous les domaines, où la logique c'est d'uniformiser tout à l'échelle Grand Est. Donc, actuellement, la politique menée par le Conseil régional, pour moi, c'est ce que j'appelle du centralisme. Tout simplement, on a l'émergence d'un centralisme régional. Et donc, la première chose, c'est déjà qu'il faudrait inverser ça. Rien n'empêche de scinder la région, la gouvernance en 3 parties. On peut très bien avoir un vice-président Champagne-Ardenne, un vice-président Lorraine, une vice-présidente Alsace, dans toute cette configuration, et d'affecter des budgets séparés pour chacune des régions, et de laisser les élus propres
aux territoires concernés de gérer les politiques sur leur territoire. Donc on peut très bien avoir une gestion, si vous voulez, comme une holding, hein, de faire de Grand Est une holding qui a 3 branches qui sont indépendantes l'une de l'autre. Et à ce moment-là, la diffusion serait grandement facilitée. Donc c'est vraiment le contre-pied total de ce qui est mené actuellement qu'il faudrait faire. Alors, on a beaucoup discuté de cette diffusion. Vous avez beaucoup d'arguments dans le livre, hein. On n'a cité que quelques-uns, mais il y en a énormément. Est-ce que, bon, de toute façon, la diffusion, on va y arriver tôt ou tard, ça c'est clair, on en est convaincu. Mais est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain ou est-ce qu'il y a quand même des choses qu'il faut retenir de cette fusion qui nous a été malgré tout imposée? Bah déjà, oui, si on défusionne, on revient à des régions cohérentes, historiques. Évidemment, ça n'empêche pas les Alsaciens, les Lorrains ou les Champenois de travailler ensemble dès qu'ils ont un intérêt. Mais d'ailleurs, en fait, ça se faisait déjà avant. Vous avez le parc naturel régional des Vosges du Nord, cofinancé par les deux. Donc tout ça, évidemment, il faut garder. Tout ce qui concerne également la Moselle, les liens avec l'Alsace sur le bilinguisme, tout ça, il faut même l'approfondir, je dirais. On n'en fait pas assez. Donc c'est pas parce qu'on défusionne qu'on fait plus les choses ensemble. Ça, c'est quand même une chose importante à rappeler. Et ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de positif? Bon, si je veux retenir quelque chose de positif, je dirais que la France a montré à toute l'Europe le bon exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire en matière de réforme territoriale. Alors, si on regarde en Europe, non mais dès qu'il y a des réformes sur le marché du travail ou dans différents domaines, on voit que les pays regardent ce que font les autres. Quand on a une réforme en Italie, en France, en Espagne, on sait qu'elle va arriver parce qu'il y a une sorte de benchmarking, des comparaisons, et on regarde ce qui se passe ailleurs, et quand ça a l'air de bien marcher ailleurs, on dit on va faire la même chose. Et sur les 27 pays européens, j'en ai pas vu un seul, 4 ans après, qui s'est dit ah bah tiens, nous aussi on va fusionner les régions, on va agrandir les régions. Aucun ne l'a fait. Et pour moi, ça c'est vraiment le signe que la France a montré et a vacciné, pour prendre un terme à la mode, les autres pays sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc créer des monstres bureaucratiques, les autres pays ne le font pas. Donc je pense qu'au moins on a montré un exemple aux autres, ça a été peut-être utile pour les autres pays européens pour ne pas faire la même erreur. Voilà, c'est le point positif que je retiendrai quand même de cette réforme. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'était très instructif. Donc, effectivement, conclusion. Le Grand Est, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment le mot fort de cet entretien. Et donc, encore une fois, merci beaucoup. Et Olli soll das Buch lesen. Le Grand Est, une aberration économique, wirtschaftlicher Unsinn, es ist richtiger Unsinn und wir müssen so schnell wie möglich daraus. Und wir machen und organisieren uns, dass wir da rauskommen. Merci vielmals. Merci. vielmals.